Le Népal. Comment penser et parler de ce pays sans parler de ses religions, de son système social et de tous les petits détails de la vie qui en font un pays étranger. Nous aborderons aussi un aspect sociétal que nous avons pu observer, même plutôt écouter au plus près. La place que les jeunes prennent dans leur pays. La religion au Népal est multiple et omniprésente. Dans la population, il y a environ 80% d'hindous, 12% de bouddhistes, 5% de musulmans et les 3 derniers pourcents restants sont chrétiens ou athées, c'est-à-dire des immigrés. Le bouddhisme a parfaitement sa place au Népal car Bouddha est né à Lumbini, dans un district de l'ouest du pays. De plus, une vague d'immigrés bouddhistes a afflué dans les années 50, après l'invasion du Tibet par la Chine en 1950. Usuellement, les peuples bouddhistes sont ceux de l'Himalaya, comme les Sherpas qui sont assez connus. Les lieux de prière bouddhistes sont appelés stupas. Un stupa se compose d'une grande demi-sphère ornée d'une tour à son sommet, agrémentée de tous les attributs de Bouddha. On prie en faisant tourner les moulins de prière situés sur les murs du stupa et on déambule dans le sens des aiguilles du mur. Les musulmans sont quant à eux des peuples pakistanais qui tiennent généralement les différentes boutiques et ateliers de couture. Les hindouistes, majoritaires, suivent une religion polythéiste, complexe, où se côtoient de multiples dieux et déités. Par exemple, voici une petite histoire sur Ganesh, le dieu éléphant. Un jour, les dieux créateurs du monde réunirent les autres dieux et leur proposèrent une épreuve. Faire le tour du monde le plus rapidement possible. Ganesh revient après 7 secondes. Sa justification ? Il venait de faire le tour de son propre monde, ses parents. Ganesh est ainsi servi lors des cérémonies en premier, en signe de récompense. Autre pratique hindouiste, le tika. Ce point rouge, que l'on s'appose sur le fond, peut avoir plusieurs significations. Chez les femmes, quand il est allongé et à la limite des cheveux, cela marque le mariage. Chez les touristes, c'est un signe de bonne continuation. C'est ainsi que nous l'avons porté. On s'appose le tika aussi en entrant dans un temple ou en passant devant. Chez les prêtres, cela peut devenir le 3e œil, celui qui voit dans l'âme. Les hindous ont aussi l'habitude de donner, lors de départ, des écharpes. Vous avez dû voir les nôtres lors de l'exposition. Ils souhaitaient par la même occasion « Have a safe trip », comme si la sécurité de notre voyage ne devait pas être acquise mais souhaitée. Nous avons assisté lors de nos derniers jours de voyage à une cérémonie mortuaire hindoue. C'est un immense centre crématoire à ciel ouvert de chaque côté de la rivière sacrée, la Basmet. D'un côté du fleuve se trouvent les bûchers et de l'autre, les prêtres effectuant une longue série de mouvements précis avec une lampe à huile cobra. Au-delà de la profondeur du moment, cela a été l'occasion de voir la manière de vivre cela. Il y a de petits tambourins, comme vous pouvez l'entendre, et les gens répondent aux prières scandées par des cris. Jai! Les religions hindouistes et bouddhistes sont très présentes dans la vie de tous les jours. Elles se mêlent et se confondent. Des fidèles d'une peuvent très bien aller aux rites et prières de l'autre. Les rues sont ornées de toutes parts de drapeaux de prière bouddhistes, colorés et rapidement rapiécés. Des mini-temples sont souvent présents dans les commerces, comme le restaurant où nous mangions le midi. Les bas-reliefs peuvent aussi se trouver dans les maisons, comme celle de Nitschal, un scout qui nous a accueillis. Et tout simplement, bonjour, qui se dit namasté, signifie mon âme salue ton âme. Le Népal, c'est aussi un système social totalement différent basé sur les systèmes des castes hindous. Ainsi, les peuples bouddhistes sont hors du système des castes. Au Népal, il y a environ 200 castes. Elles sont aussi les noms de famille de chacun, comme Gorkha, Gyawali, Subedi, Newar, Chetri, Tamang, Sherpa, Népali. Ces 200 castes sont ensuite regroupées en 5 catégories qui sont elles ordonnées. Les brahmines, les Chetri, les middle castes, les low castes et les intouchables. Comme on peut le deviner de notre point de vue, le système est inégalitaire et est actuellement officiellement interdit. En effet, appartenir à un groupe de castes nous orientait vers un métier et des pratiques quotidiennes. Par exemple, les brahmines étaient éducateurs, prêtres ou dans les postes à pourvoir. Et ils ne mangeaient pas de porc ou de la nourriture cuisinée par un autre groupe de castes. De plus, la question des noms de famille ne se posait pas, car les mariages se faisaient au sein d'une même caste. Aujourd'hui, rien n'est si institutionnalisé,
mais c'est la pression sociale qui fait doucement perdurer tout cela. Cela fait qu'au final, les castes sont reconnaissables simplement au visage de la personne. Ainsi, les animateurs du centre se sont amusés à nous népaliser. Je vous présente donc Koma Gorka, Simu Chetri, Gyum Rai et Nato Koirara. Le système est réellement vécu et presque pris à cœur, si vous me pardonnez l'expression, lorsque certains Népalais assument pleinement leur appartenance à une caste en acceptant que certaines castes leur sont naturellement supérieures. Une petite histoire pour expliquer cela de manière concrète. Avec les relations amoureuses, sachant que le mariage forcé existe et que les Népalais sont assez pudiques de notre point de vue là-dessus, 2 scouts que nous avons rencontrés nous racontaient leur relation amoureuse. Il faut savoir que annoncer sa relation publiquement est signe d'engagement. Ainsi, ces jeunes cachaient leur relation à leur famille. Mais lorsque, par exemple, le père d'un des deux s'en rendit compte, l'une de ses premières questions fut « Mais quelle est sa caste ?» Parlons désormais de quelques petits gestes qui peuvent surprendre ou amuser et qui sont monnaie courante au Népal. Tout du long, nous avons essayé de les assimiler et pour certains de les reproduire. Le plus courant d'entre eux, c'est la manière dont on se dit bonjour, en joignant les mains et en s'inclinant légèrement, accompagné bien sûr d'un doux namasté. Lors de nos balades dans les rues, il nous arrivait de croiser des garçons se tenant la main ou les mains entrelacées, voire se tenant par l'épaule. Il faut savoir que cela est marque d'une grande amitié. Les enfants étaient tout heureux lorsque nous le faisions avec eux, se sentant considérés. C'est un exemple de contact. Le contact entre hommes est courant, mais les femmes n'ont pas de contact, ni entre elles, ni avec des hommes. Un autre geste, qui est cette fois totalement opposé à nos normes, le crachat, qui est bruyant et ostentatoire dans les rues. Autre série de gestes, lorsque l'on veut donner quelque chose à quelqu'un de manière respectueuse, on tend l'objet de la main droite en touchant son coude avec la main gauche. Nous nous exercions à ce geste lorsque nous payions ou lors de poignées de main officielles. Un dernier geste qui vous étonnera moins cette fois, lorsque l'on rentre dans une maison, on se déchausse en laissant la semelle de sa chaussure sur le sol. Ce rituel ne pose pas trop de soucis car les Népalais ont très souvent des tongs ou autres styles de tatane. Peu importe que l'on parte en sortie à la journée où l'on marchera un peu avec les enfants, ou en balade dans la forêt matinale au milieu des sangsues, les tongs sont toujours de la partie. Les chaussures fermées marquent une occasion très importante ou la richesse. Et bien sûr, comment ne pas parler du Népal sans parler des habits. Si le sari des femmes, ce grand drapé, est assez connu en France, nous avons majoritairement vu le kurta. Habit par principe similaire, tout aussi coloré, mais plus simple. Cela donnait une joie aux rues. De manière encore plus quotidienne, les femmes portent une sorte de tunique et un pantalon large type sarouel. Pour les hommes, les habits sont moins dépaysants, car composés d'un t-shirt jean assez usuel. Dernier sujet que nous aborderons dans cette vidéo, mais qui a tout autant sa place, car nous allons parler de quelque chose que nous avons pu sentir tous les jours, qui nous a imprégnés et que l'on ne lit pas dans le routard. Nous allons parler de la place dont les jeunes Népalais se saisissent dans leur société. Nous parlerons tout particulièrement des jeunes scouts, avec qui nous avons si longuement échangé et qui sont, il faut le dire, assez riches. Tout d'abord, les jeunes possèdent un réel désir d'avenir, que cela passe par le voyage, par l'émancipation à certains points de leur culture qu'ils jugent obsolète, ou par la maîtrise de l'anglais et tous les médias ou séries que cela donne accès. Cela n'empêche qu'ils désirent aussi conserver une identité nationale forte et sont fiers de leur patrimoine. Je vais vous raconter une petite conversation que nous avons eue avec des scouts lors de nos samedis de visite, qui est un jour férié au Népal. Nous étions dans un restaurant traditionnel Newar, le peuple des alentours de Katmandou, où l'on mange pieds nus, assis en tailleur des plats partagés. Nishchal nous expliquait certaines traditions qu'il veut voir disparaître. Par exemple, lorsque dans un couple le mari meurt en premier, sa femme l'accompagne au bûcher, liée vive à lui. Tandis que si la femme meurt en première, le mari peut se trouver une nouvelle femme. Seconde tradition, si l'on peut dire, au village, lorsqu'une femme avait ses règles, elle devait se retirer plusieurs jours dans une cabane d'isolement, afin qu'aucun homme ne puisse même par erreur la toucher. On ne compte plus le nombre de femmes mortes dans ces cabanes, aujourd'hui encore. En ville, la tradition s'estompe par commodité, mais dans une famille qui nous a reçus, le grand-père, habitant là, fait encore attention à ne pas toucher des femmes dans leur période de règles.
J'espère que par cette vidéo, vous avez une approche de la société plus précise du Népal. Nos expériences sur ce point de vue ont été étonnantes, troublantes, nous ont fait sourire par moments, mais gardez à l'esprit à quel point cette société est belle dans sa complétude et sa complexité.